Grenoble, capitale verte européenne et capitale française des Verts. Les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts se sont achevées samedi sur le campus avec des figures du parti venues nombreuses. Le 5 août, la foudre tombée sur les hauteurs de Voreppe, provoquant un incendie qui devait perdurer une dizaine de jours et détruire 130 hectares de végétation. Maintenant, il faut sécuriser les routes. Et puis le feu, conséquence de la sécheresse qui continue de sévir sur notre département. L'Isère est toujours en crise niveau 4, un été également marqué par une lutte accrue contre les rodéos motorisés. On va y revenir avec le préfet de l'Isère. Laurent Prévost sera l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans le premier JT de cette nouvelle saison. Je suis ravie de vous retrouver pour dérouler ensemble l'actualité de ce lundi 29 août 2022. Plus de 2500 personnes réunies pendant 3 jours à Grenoble, première grande ville à avoir élu un maire écolo pour assister et participer aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts qui se sont achevées samedi soir. À quelques mois du renouvellement des instances, de nombreux sujets ont été abordés, l'avenir du parti au sein de la NUPES, la crise énergétique ou encore l'Europe. Lina Badreddine. L'énergie citoyenne comme vecteur de la transition énergétique, culture et écologie politique ou par exemple vers des mobilités plus durables. Durant 3 jours, les écologistes se sont rassemblés sur les terres de la capitale verte européenne autour d'ateliers et de formations pour aborder les problématiques liées à l'urgence climatique et sociale, de quoi débattre, combattre mais aussi apprendre. Il y a plein d'ateliers avec des thématiques super intéressantes d'actualité ou pas. Enfin, il y a vraiment des sujets très variés. Donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Là déjà, je sors d'un atelier sur le ferroviaire où j'ai appris plein de choses. Parlementaires, intellectuels, militants et scientifiques échangeaient leurs idées sur les actions à mener, car l'urgence est plus que jamais présente, alors que la température a déjà augmenté de 1,1 degré depuis 1850 et risque d'en prendre 4 de plus d'ici 2100. Je pense que tout le monde l'a vécu, soit dans les villes où on est en train de crever de choses sur les dalles, soit dans les campagnes où les gens s'aperçoivent que tout est en train de cramer. Quand on voit ça, aujourd'hui, on est en colère, forcément, et on est combatif. On se dit aujourd'hui, on a ces impacts. Aujourd'hui, les gens le vivent, et donc on est à un moment où peut-être que ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, on va réussir. Si on met des actions extrêmement fortes, des actions de rupture, on peut limiter la hausse des températures et limiter les conséquences qu'on va subir. Après l'été qu'on a vécu, les gens ont vécu dans leur chair les difficultés et ce qu'était réellement le dérèglement climatique. Et donc il faut absolument agir vite. Le GIEC nous dit qu'on a 3 ans pour éviter le pire. 3 ans pour éviter le pire. 3 ans en matière de politique publique, en fait, on a 7 années. Il faut agir 7 années, donc maintenant il faut y aller, quoi. Europe Écologie Les Verts est encore en pleine expansion. Le parti avait gagné 11 nouveaux maires aux dernières élections municipales et 3500 adhérents entre 2019 et 2020. Et lors de la plénière de clôture, 2 militantes de Dernière Révolution qui s'étaient notamment collées sur le périphérique parisien ont également pris la parole pour secouer un peu leurs aînés et leur demander d'entrer en désobéissance civile. Drôle de nom d'oiseau et pourtant essentiel pour la biodiversité, alors même que le coup d'envoi de la chasse ne sera donné que le 11 septembre. Un circaète Jean Leblanc, c'est le nom de cette espèce protégée qui se nourrit exclusivement de serpents, a été retrouvé il y a quelques jours en Isère, blessé par des plombs de chasse. Victime de plusieurs fractures graves, il a été pris en charge par le Ticodrome, le centre de soins pour la faune sauvage du Gard. C'est le 8e oiseau protégé victime de tirs reçu depuis le début de l'année par l'association qui a décidé avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes de porter plainte. Faune et flore, c'est tout un écosystème qui s'est embrasé entre le 5 et le 15 août dernier au-dessus de plusieurs quartiers des communes de Voreppe et de la Buisse sur un terrain très sec et difficilement accessible pour les secours. 130 hectares de végétation, l'équivalent de plusieurs terrains de foot, sont partis en fumée. Au plus fort de l'incendie, près de 300 sapeurs-pompiers ont lutté contre les flammes. Et 170 personnes ont été temporairement évacuées. Quelques jours après, tout danger n'est pas écarté. C'est la falaise qui menace maintenant de tomber. Arthur Glory. Je récupère les cailloux pour bricoler. Aucun dégât chez cet habitant du chemin des Balmes, mais il a eu chaud. L'incendie qui a ravagé près de 130 hectares sur la commune de Voreppe et la Buisse s'approchait dangereusement de sa maison. Un événement dont il se souviendra.
Les pompiers ont mis les moyens importants pratiquement immédiatement. Par contre, pour la suite, oui, la semaine suivante, on veillait jusqu'à 11h, minuit, parce qu'il y avait des fumerolles, des reprises de feu suite au vent qui s'installait sur la falaise, quoi. Alors le problème aujourd'hui, c'est les chutes de pierre. Donc on a des filets de protection, mais si l'incendie est passé sur les filets, donc il affaiblit le maillage, forcément. Donc ils doivent faire des contrôles et des tests, et voire purger la falaise. Donc au cas où, on risque encore éventuellement d'être évacué. Plus de 2 semaines après, le terrain est toujours accidenté, la végétation fragilisée, des travaux s'avèrent indispensables. Il aura fallu 3 jours au département de l'Isère pour remettre en état et sécuriser la route qui relie Vorep à la Buisse. Le département a souhaité sécuriser cet accès de la 1075. Nous avons mandaté un géologue qui a déterminé des zones de travail sur lesquelles des cordistes sont aujourd'hui à l'œuvre pour abattre les arbres morts et de manière à purger aussi de façon manuelle par la chute des cailloux et des pierres de façon à anticiper ce qui aurait pu se passer naturellement, mais sur du long terme. Mais il faudra encore de nombreuses expertises de géologues pour sécuriser les abords des lieux sinistrés. L'aléa de chute de pierre restant encore très fort pour le moment, le département a décidé de maintenir un alternat de circulation sur la RD 1075 à partir de ce lundi et pour une durée d'au moins 2 semaines. L'été aura donc été chaud sur plusieurs fronts en 2022 et l'Isère n'aura pas été épargnée. C'est ce que l'on va voir avec l'invité de ce JT, le préfet du département, Laurent Prévost. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu dans les quelques reportages, ce qui aura évidemment marqué les esprits cet été, c'est la sécheresse inédite en France et dans notre département. L'ensemble du département de l'Isère est toujours placé en crise, niveau 4 sur 4, qu'est-ce que ça signifie ? Ça fait plusieurs mois qu'on suit l'évolution des cours d'eau en Isère, comme dans la quasi-totalité des départements de notre pays, avec presque les 3/4 des départements de France qui, pour certains bassins versants, sont effectivement au niveau maximal de la situation de sécheresse, donc en situation de crise. Pour l'Isère, c'est le cas de toutes les eaux dites superficielles, c'est-à-dire celles qui vraiment dépendent du ruissellement et donc très directement de la pluie. On a un déficit d'un tiers de la pluviométrie depuis le début d'année, mais qui n'est pas réparti également sur tous les mois de l'année. Il a plutôt plu et neigé en début d'année. On a un déficit très marqué sur l'été. Voilà, alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a des restrictions à l'usage de l'eau, que la priorité est donnée évidemment aux usages dits prioritaires, en particulier l'eau potable. Aujourd'hui en Isère, il y a l'équivalent de 20 000 habitants sur lesquels il y a vraiment des situations très tendues en termes d'approvisionnement en eau potable, avec le recours à des citernes pour remplir les réservoirs, à des interconnexions de réseau pour que les bassins où il y a un peu plus d'eau viennent aider ceux où on en manque. Et donc évidemment, notre vigilance, elle va d'abord à l'approvisionnement en eau potable, elle va sur les usages prioritaires, comment abreuver les animaux, comment assurer évidemment l'indispensable pour les industries agroalimentaires. Et donc ça c'est notre priorité. Donc ça veut dire que dans le quotidien, il faut évidemment faire extrêmement attention à l'usage de l'eau. Il y a des interdictions de remplir les piscines, interdiction d'arroser les pelouses. Est-ce que vous avez procédé à des contrôles ? Il y a des contrôles qui sont faits par des agents de l'État, mais on voit bien que quand il s'agit de remplir les piscines, d'arroser les pelouses ou les terrains de sport, on a besoin des élus et de leurs services. C'est ce que le ministre de la Transition écologique d'ailleurs a dit le 1er août lorsqu'il est venu en Isère aux élus qu'il a rencontrés. C'est vraiment un travail d'ensemble, à la fois de sensibilisation, de contrôle, éventuellement de sanctions. Il y en a qui sont prises quand il y a vraiment des abus, plusieurs dizaines de procès-verbaux qui ont été dressés. Mais l'essentiel, puis il y a des restrictions évidemment sur l'irrigation agricole, dans les eaux superficielles en situation de crise.
on n'irrigue plus, sauf vraiment des cas très, très particuliers. Donc tout ça a des conséquences et tout ça, évidemment, au-delà du très court terme et de la surveillance de la situation météo, ça nous encourage aussi à travailler sur le long terme et à ouvrir avec l'ensemble des acteurs du département dès la rentrée passée des discussions sur l'utilisation économique de l'eau, sur éventuellement le stockage de l'eau. Hein, c'est un sujet qui vous devez vous réunir prochainement national. On a ce qui s'appelle le comité départemental de l'eau, qui a souvent été pris comme un comité sécheresse. Et là, on voit bien qu'il faut le faire évoluer pour que cette sorte de parlement de l'eau, en quelque sorte, à l'échelle de l'Isère, qui rassemble des élus, des socioprofessionnels, les services de l'État, les associations, eh bien, on puisse travailler ensemble et de manière un peu posée aux enjeux qui sont devant nous, on le voit bien. Alors après les mesures d'économie d'eau, il va aussi falloir s'habituer dans les prochains mois à plus de sobriété énergétique. On pense au climat bien sûr, mais on pense aussi aux conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On ne pourra plus consommer du gaz et du pétrole comme avant. D'ailleurs, devant le MEDEF ce lundi, la Première ministre Elisabeth Borne a demandé aux entreprises de réduire à partir de cette rentrée leur consommation d'énergie de 10%. Comment ça va se matérialiser pour vous en premier lieu, peut-être pour vos services ? J'allais dire, cette obligation de sobriété, d'abord, on parle de la sobriété énergétique, c'était le thème de l'intervention de la Première ministre devant les entreprises du MEDEF. Là, cet après-midi, on va évidemment attendre le plan national qui est annoncé, les mesures législatives qui sont également annoncées. Ce que je veux dire, c'est que cette exigence de sobriété, j'allais dire, elle est déjà inscrite dans les discussions que nous avons, que les services de l'État ont avec le monde économique. Je rappelais que M. Béchu était là début août. Nous avons eu une partie de son déplacement consacrée à des échanges avec le monde économique sur ce qui était évidemment engagé déjà, et heureusement, j'allais dire. Oui, parce que le conflit a commencé il y a 6 mois. Voilà. Oui, mais j'allais dire, heureusement qu'il y a déjà un acquis, des réflexions qui sont engagées. L'Assemblée générale du MEDEF, Isère, portait sur ces sujets de sobriété et de transition énergétique. Donc, on voit bien que les esprits, petit à petit, se convertissent. Les discussions qu'a eu M. Béchu avec les représentants du monde agricole dans son déplacement ont bien montré que là aussi, il y avait une prise de conscience qu'il fallait faire évoluer les conditions j'allais dire, de la pratique agricole. C'est difficile. Ça oblige évidemment à parfois des transformations assez profondes. Et puis, il y a nous, citoyens, dans nos habitudes. Et donc, c'est en particulier un des objectifs majeurs de ce dispositif auquel beaucoup de nos concitoyens ont recours, qui s'appelle MaPrimeRénov', qui est destiné précisément à la sobriété énergétique et à la rénovation énergétique des logements. En 2021, c'est 13 500 dossiers qui ont été retenus, c'est pas rien. En 2022, on en est déjà à plus de 8 000. C'est sur les 2 années près de 80 millions d'aides publiques versées aux ménages, pour un total de près de 260 millions d'euros de travaux consacrés à la rénovation énergétique. Donc il y a cet acquis, il ne faut pas le perdre. On sait que pour les ménages, on a un tassement des demandes parce que le reste à charge en matière de travaux, il y a évidemment la question du pouvoir d'achat, la hausse des prix qui se pose. Et donc ça, ce sont des sujets dont on a discuté avec M. Béchu dans son déplacement. Et donc cet acquis, eh bien, il va être amplifié avec le plan qui va être annoncé par la Première ministre. Et puis nous travaillons avec les services de l'État en région pour les éventuels délestages. Il y a des réflexions en cours sur, si c'était nécessaire, bien sûr, des délestages électriques. Ça, on avait déjà pas dire cette habitude, mais enfin, il y avait un travail déjà fait. Ce qui est plus nouveau, c'est le travail qui est engagé sur le gaz, avec une concentration, la Première ministre l'a dit tout à l'heure, sur les entreprises. Retour à l'actualité de l'été qui a également été marquée sur le devant de la scène de rodéo, ces rassemblements de véhicules non autorisés pour des démonstrations de vitesse. Certaines de ces démonstrations se sont même soldées par des morts. Le ministre de l'Intérieur a demandé plus de contrôle. C'est évidemment ce qui s'est passé en Isère. Laurent Prévost, avec quel résultat ? Alors, sur les rodéos, D'abord, il faut bien voir que les rodéos, c'est un problème de sécurité routière, évident, avec des drames. En particulier, il y a eu ce drame dans l'agglomération lyonnaise, mais il y a des accidents régulièrement liés à ces rodéos, aux attroupements qu'ils provoquent. Malheureusement, j'allais dire. Et puis, évidemment, c'est une source aussi de pollution sonore, de gêne pour les riverains qui subissent
les grosses cylindrées, les motos, les scooters. Bon, donc une priorité donnée par le ministre de l'Intérieur avec des objectifs très clairs de sa part de contrôle multipliés. Donc depuis début août, ce sont près de 150 contrôles qui ont été spécifiquement dédiés à cette lutte contre les rodéos sauvages. Alors, ce n'est pas uniquement au moment du rodéo, parce que ça, c'est très compliqué. Il faut arrêter des véhicules qui vont souvent vite, il y a beaucoup de monde. Donc, on est plutôt dans la prévention, on est dans la saisie des motos qui ne sont pas conformes dans les garages, dans les parties communes des immeubles. Donc, c'est un travail qui est un peu plus souterrain, si vous voulez, que de simplement être présent au moment où se déroule le rodéo, parce qu'à ce moment-là, c'est souvent trop tard. Et donc, plus de 150 contrôles, 800 personnes contrôlées, 150 infractions relevées et à la fin de la semaine dernière, près d'une trentaine de véhicules saisis. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine qui est engagé, qui ne va pas s'arrêter avec, j'allais dire, la fin du mois d'août et des services qui sont extrêmement mobilisés sur cette thématique comme plus largement sur celle de la sécurité routière. Et puis un appel évidemment à signaler les rodéos, parce que, encore, pour savoir où ils se déroulent, pour cibler les zones de contrôle, eh bien, quelquefois, il nous faut des informations. Tout le monde dit oui, mais tout le monde le sait. Et puis, quand on dit c'est qui tout le monde, on s'aperçoit souvent que l'information ne circule pas. Donc, il y a deux adresses mail qui sont ouvertes. Une nationale, moncommissariat.fr, moncommissariatoutattaché.fr. Une autre locale, rodéo au pluriel 38, intérieur.gouv.fr pour signaler les rodéos. Oui, parce que c'est parfois plus simple de le faire de manière un peu plus anonyme et par mail, plutôt que de se présenter directement au bien sûr. Mais l'idéal, encore une fois, c'est que les services se mobilisent là où c'est utile, aient connaissance des moments où se déroulent les rodéos. Pas pour intervenir forcément tout de suite, mais pour identifier les véhicules, prendre les numéros de plaques, regarder quels sont les modèles concernés et ensuite diligenter les procédures. Il faut quelquefois faire le tri. Ce n'est pas toujours simple à comprendre et à expliquer, mais c'est aussi le gage d'intervention en sécurité pour tout le monde que de procéder en 2 temps, pour tout le monde. Parmi les autres dossiers dont vous avez la charge, l'hébergement d'urgence. Oui. Mardi matin, Droit au logement 38 prévoit une nouvelle manifestation sous vos fenêtres pour des familles sans abri menacées d'expulsion. Après la caserne de Beaune, ces familles sont temporairement installées à la Salle Rouge à Grenoble. Alors, Dalle dit dans un communiqué que la préfecture dénie les droits fondamentaux et communique de manière mensongère sur, je cite toujours, une soi-disant bonne volonté. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, moi je ne polémique pas avec le DAL. On travaille pour les personnes en difficulté, les personnes vulnérables qui sont dans des situations de fragilité dont j'aimerais bien que personne ne vienne les exploiter d'ailleurs, si on veut dire les choses. Tous les jours de l'année, il y a 2000 places d'hébergement d'urgence qui sont opérationnelles dans le département de l'Isère. Été comme hiver ? Été comme hiver. À quoi c'est 30% de places en plus sur les 3 dernières années. À quoi s'ajoutent plus de 2000 places dédiées aux demandeurs d'asile. Bon. L'ensemble de ces places, c'est près de 20 millions d'euros par an consacrés à différentes situations d'hébergement, évidemment, dans le département. Donc, s'agissant des personnes qui seraient concernées par les manifestations qu'organise régulièrement, d'ailleurs, le DAL, comme ça a déjà été dit, à eux, comme aux élus, comme aux parlementaires qui se sont fait le relais de leurs demandes, nous attendons qu'on nous apporte des dossiers. Je ne demande pas un formalisme particulier, pas besoin de remplir des formulaires et des CERFA, simplement qu'on sache de qui on parle, de quelle situation on parle. Et ça nous permettra ensuite de mobiliser les différents acteurs du logement pour trouver les solutions les plus adaptées. Et concernant ces familles, vous ne les avez pas eu, ces papiers ? Pour l'instant, nous avons 0 dossier. Nous avons effectivement des déclarations de principe. Vous venez de vous en faire le relais. Nous avons des concerts, en effet, parfois sonores devant nos fenêtres. Moi, j'attends, et c'est la direction en charge des solidarités au sein de l'État, ça veut dire quelque chose, qui attend qu'on veuille bien lui apporter des dossiers individuels qui vont venir s'ajouter à tous ceux qui sont traités tous les jours par les différents services concernés, par les collectivités locales concernées, et qui font que nous avons effectivement un dispositif d'hébergement qui est bien rempli.
De façon un peu plus légère, à défaut de venir y loger, je signale aussi que l'un des temps forts de cette rentrée pour la préfecture de l'Isère, ce sont aussi les journées du patrimoine. Vous ouvrez vos portes au public les 17 et 18 septembre. C'est une initiative que vous soutenez. Est-ce que c'est vous qui allez jouer les guides ? Alors, la préfecture fait partie des bâtiments traditionnellement ouverts pour les journées du patrimoine. On accueille avec plaisir toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir ces lieux. Et j'allais dire leur charme, leur côté un peu aussi imposant. Sur année, je vous laisse le commentaire. Tous les jours de l'année, il s'y passe des choses qui sont très vivantes. D'ailleurs, les images que vous montrez montrent sans doute ce qui s'est fait l'année dernière. Donc c'est sur visite guidée, donc il faut s'inscrire. Et ça permet de découvrir les salons de la préfecture et surtout qu'on y explique ce qu'on y fait. Parce que vous dites c'est sur année, on y reçoit beaucoup de monde, on y tient beaucoup de réunions, et même si le cadre est parfois un peu imposant, je suis le premier à reconnaître, les sujets que nous y traitons sont eux très quotidiens, très concrets, très précis et destinés à répondre à des tas de problématiques, celles dont on vient de parler et aussi d'autres qui concernent nos concitoyens. Ce sera notamment donc le but de ces journées du patrimoine, les visites les 17 et 18 septembre. On pourra s'inscrire très prochainement. Merci beaucoup Laurent Prévost d'avoir inauguré ce premier JT de la saison. On va changer de sport en quelque sorte, mais toujours avec une équipe qui gagne. Qui dit lundi dit aussi retour sur les résultats de nos sportifs ce week-end. Le résumé des courses a commencé par le premier match de la saison du FCG. C'est avec Lucille Dailly. Le FCG Rugby gagne au Stade des Alpes et tout le monde se contente de cette victoire timide 19-15 face à Béziers. Les Grenoblois assument leurs doutes, mais ils les balayent en assurant le minimum pour inaugurer la saison avec un succès et envisager la suite de la Pro D2 raisonnablement mais sûrement. Les doutes commencent à peser en revanche pour le GF38 qui n'a marqué qu'un but en 5 rencontres. En déplacement chez leurs voisins Annecy, promu en Ligue 2, les footballeurs grenoblois sont sortis sur un score nul 0-0. C'est la 3e fois cette saison. Pas de quoi s'affoler, ils n'ont perdu qu'une fois à Bastia. Ils sont 15e avant la réception de Nîmes ce mardi. La petite seconde qui change tout, Dorian Coninx remporte l'épreuve de Coupe du Monde de triathlon à Bergen en Norvège en franchissant la ligne 1 seconde seulement donc avant son poursuivant norvégien poussé par son public. 2 fois médaillé au championnat d'Europe au début du mois, l'Isérois confirme sa grande forme et peut envisager les JO de Paris avec confiance et détermination. Et les brûleurs de loup, eux, sont tout chauds pour la Coupe d'Europe qui commence jeudi à Pôle Sud avec la réception de Berlin. Les hockeyeurs grenoblois viennent de boucler une grosse préparation estivale, dont pas plus tard que ce week-end, un tournoi amical européen à 4. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.